Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Un jeu vidéo, c'est des graphismes, du gameplay, mais aussi des personnages et un univers à même de captiver le joueur. C'est ce qu'on regroupe sous l'appellation IP. Cette IP peut se décliner sur plusieurs épisodes, voire même des spin-offs, et il est donc nécessaire de la gérer avec soin. L'invité d'aujourd'hui va justement nous expliquer ce qu'implique la création et la gestion d'une IP de jeux vidéo. Je suis Erwan Le Breton, directeur créatif chez Ubisoft sur la marque Might & Magic, mais également depuis quelques temps ce qu'on appelle un IP Developer. Alors IP Developer, ça veut dire développeur d'IP. IP, ça veut dire Intellectual Property, en français propriété intellectuelle, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La propriété intellectuelle, ça a beaucoup d'autres noms. Trademark, copyright, marque, brand en anglais, etc. Ce que ça recouvre, c'est tout ce qui fait l'identité d'une marque. Ce qu'on dit souvent en interne, c'est l'ADN d'une marque. Alors l'ADN, ce sont des piliers, c'est un cadre, ce sont des guides, des guidelines, comme on dit. C'est plusieurs commandements créatifs, un peu comme les 10 commandements. C'est ça qui va déterminer que notre marque est unique à nulle autre pareille, intéressante et qu'elle s'adresse à un public précis, un public de fans en général, c'est ce qu'on souhaite avoir. Tous ces piliers, toutes ces guidelines sont compilés dans ce qu'on appelle une bible de marque, qui va être un document papier ou sur un serveur des documents digitaux. Ça va être du visuel, ça va être de l'audio, ça va être pour le jeu vidéo des mécaniques de jeu qui vont être détaillées. Donc c'est tout ce qui est artistique et lié au contenu, mais c'est également tout ce qui est lié à la communication et au marketing. Donc ça va être aussi des logos, ce qu'on appelle parfois un style guide aussi. Donc ça couvre beaucoup de choses, l'identité d'une marque, l'ADN d'une marque. Et pour vous donner un exemple précis, on appelle ça les signatures d'une marque. Il y a des sons, il y a des musiques, il y a des icônes et des visuels emblématiques que tout le monde connaît, identifie au premier regard ou à la première écoute. Comme par exemple, si je vous fais... vous pensez tout de suite à quelque chose et vous vous dites « Ah, ok, je sais de quelle marque on parle ». Ou si je vous... je ne vais pas vous le faire en live, mais si je vous faisais les sons des épées laser dans Star Wars, c'est pareil, vous reconnaîtriez tout de suite ce son à nul autre pareil qui vous évoque tout de suite une marque. Alors les différentes catégories de marques. Toutes les marques ne sont pas nées égales. Il y en a qu'on appelle des marques univers. Elles se définissent autour d'un monde. Bon, une des plus connues pour nous, c'est Le Seigneur des Anneaux. Il a passé sa vie, Tolkien, à décrire les terres du milieu et avec leurs règles, leur écosystème, leur histoire, etc., leur cosmogonie. Donc ça, c'est des marques univers qui se déclinent du coup en livres, en jeux, en films, ce qu'on appelle les marques transmédia, on y viendra plus tard. D'un autre côté, il y a des marques personnages. Typiquement Tintin, Astérix, c'est des marques qui sont identifiées par des personnages emblématiques qui reviennent d'un épisode à l'autre et qui ont des caractéristiques, pareil, visuelles, personnalité, histoire, qui vont définir la marque. On a aussi des marques, pour nous encore le jeu vidéo, ou pour les jeux de rôle papier, les board games, des marques qu'on appelle les marques système ou gameplay. Typiquement Donjons & Dragons, c'est une série de règles qui pourrait s'appliquer à différents univers, pas seulement d'ailleurs Medieval Fantasy si on voulait développer ça. Et c'est ça qui détermine la marque Donjons & Dragons. Et puis enfin, il y a des marques un peu plus difficiles à saisir qu'on appelle les marques expérience. Alors c'est pas forcément... c'est facile de penser à ça pour des marques par exemple de parfums ou de cosmétiques, mais c'est aussi vrai dans le monde de l'entertainment. Il y a certaines marques de jeux qui sont plus à suivre en termes de quel ressenti on a, quelle émotion, qu'est-ce qu'on veut retrouver quand on retrouve cette marque. Pour donner un exemple concret là encore, Final Fantasy, c'est pas vraiment un monde, c'est pas vraiment des mécaniques de jeu, c'est pas vraiment des personnages récurrents. Il y a un peu de tout ça dedans, mais ça change quand même à chaque fois. Par contre, ce qu'on aime retrouver dans Final Fantasy, c'est les mêmes expériences. Les mêmes musiques qui vont tout de suite nous évoquer beaucoup de souvenirs, les mêmes noms qu'on va retrouver régulièrement, le même type d'histoire qu'on va vivre. Donc c'est ça un peu une marque expérience. Un autre exemple, peut-être moins bien réussi, c'est les films de Shyamalan, où normalement on retrouve un peu la même expérience d'un film à l'autre, même si on change complètement d'histoire et de décor. Alors une bonne marque, ça a des bonnes références. Les vraies marques qui sont sur la durée, en général, font appel à notre inconscient collectif, donc vont puiser dans
l'histoire, les archétypes, la mythologie, la littérature classique, la pop culture, etc. En plus de la créativité et de l'ajout original du créateur de la marque. C'est le cas pour de nombreuses marques qu'on connaît. Ceux qui s'intéressent à la genèse de Star Wars connaissent les influences de Lucas, qui vont de Buck Rogers à Kurosawa, en passant par Campbell et un ouvrage sur le voyage du héros, etc. Bon. Donc ça, c'est souvent des marques qui durent. Elles ont des références fortes qui préexistent à la marque et qui font qu'on est tout de suite à l'aise dedans, familier, ou en tout cas attiré par ces marques. C'est un des facteurs clés de succès d'une marque. Certaines marques vieillissent pas toujours très bien, parce qu'elles sont très datées dans une période, ou parce qu'elles sont sur un média qui va mal vieillir. Typiquement, les jeux vidéo, on joue plus aujourd'hui sur des disquettes ou des cassettes audio, donc des marques qui ne sont pas passées aux nouveaux formats digitaux, on peut plus y jouer, sauf en trouvant des mods ou des versions qui permettent des émulateurs qui permettent d'y jouer encore. Mais voilà, c'est des marques qui sont amenées à disparaître. D'autres fois, ce sont des marques qui ont l'air datées. On peut penser à Star Trek ou à Galactica, qui ont eu des versions plus modernes, qui ont permis de redonner un second souffle à ces marques. C'est particulièrement vrai pour les super-héros également de nos jours. Mais donc une marque, elle doit se réinventer quand même régulièrement, ou en tout cas s'adapter, pour rester dans l'air du temps. Et enfin, une marque, c'est pas juste la propriété des gens qui l'ont créée. Donc en général, ce sont les auteurs, mais les auteurs très vite la vendent à un éditeur, un publisher, comme on dit en anglais. Donc ça peut être dans le jeu vidéo, une société de jeux vidéo, ou ça peut être un éditeur papier, ou ça peut être une boîte de production de cinéma. Donc la marque appartient du coup à un groupe, à une société. Et puis, de plus en plus, et ça c'est particulièrement vrai pour nous, les marques commencent à appartenir à la communauté. Donc les fans s'emparent de la marque et se sentent aussi légitimes sur la marque que les créateurs originaux. Donc ça donne des situations où, par exemple, on va dire « Ah non, mais la menace fantôme, c'est pas Star Wars, en fait. » Et puis, toujours les fans qui s'approprient la marque, ça donne aussi des choses qu'on apprécie en général pas mal, ce qu'on appelle les parodies. On va prendre une marque où on va se référencer à une marque connue et en faire notre propre version, s'amuser avec, et donc on va créer une marque originale basée sur une marque forte, mais qui du coup va faire aussi vivre et faire du buzz positif, on espère, autour de la marque originale. Et ça, c'est très bien, c'est ce qu'on encourage vis-à-vis de la communauté. Bon là, bien sûr, j'ai effleuré que la surface de ce qui fait une marque, et notamment, j'ai pas du tout parlé de ce qui fait la qualité d'une marque par rapport à une autre, mais j'espère que ça vous aura donné envie de mieux considérer maintenant, avec un peu de recul, effectivement, les marques qui vous entourent, que vous aimez, pour lesquelles vous êtes fan, ou les marques que vous avez créées si vous-même vous êtes artiste ou créateur.